Accident. Tempête. Disparition inquiétante. Chaque année, 6000 personnes demandent assistance en mer au large de nos côtes. Pour leur venir en aide, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, quelles que soient les conditions en mer, des sauveteurs bénévoles de la SNSM se tiennent prêts à intervenir. Pour être sauveteur, il faut avoir la passion d'aller aider les autres. C'est quand même un milieu qui est complexe, qui est dangereux. Présents sur les 19 000 km de côte française, ce sont eux qui, en prenant tous les risques, donnent les premiers soins. Vous êtes blessé au pied là? C'est là. Et ramènent les blessés et les naufragés à terre. Et là pour longtemps? Non, non, vous allez voir, ça va bien se passer. C'est là où on se rend compte que la condition physique est très importante. Explosion de moteur. Bateaux qui sombrent dans les profondeurs. Voiliers échoués sur les rochers. Grâce à leur savoir-faire, leurs équipements et leur flotte de 600 embarcations, ils répondent efficacement à toute situation de sauvetage. Les dangers sont partout, ils sont constants. Il faut tout anticiper, il faut faire attention à l'état de la mer. Plongez au cœur de tous les dangers avec les sauveteurs en mer. Dans cet épisode, la station de sauvetage du Cap d'Agde a été appelée en urgence pour secourir un homme fatigué sur son voilier et qui est incapable de donner sa position précise. Fusée de détresse, hélicoptère, les sauveteurs tentent le tout pour le tout. Je vois. À Nouméa, suite à une explosion de moteur, la station de sauvetage de la zone va devoir rapatrier un homme blessé à l'hôpital de toute urgence. Lever, glisser. Car son pronostic vital est engagé. J'arrive. J'arrive, t'es avec nous? En Corse, à Ajaccio, la station de sauvetage va effectuer un exercice en mer inédit grâce à un sauveteur à 4 pattes très aguerri. Les sauveteurs du Cap d'Agde vont devoir extraire un bateau emprisonné par les rochers. Il va falloir user d'ingéniosité pour trouver un moyen de le remorquer sans l'abîmer davantage. Là, on va dans un risque d'arracher les chaînes. Enfin, à Quiberon, la station de sauvetage va porter secours à un homme en danger qui n'a pas demandé assistance. Est-ce que vous demandez assistance? Non. Les sauveteurs vont devoir le convaincre qu'il ne pourra pas s'en sortir seul. Alerte en mer dans l'Hérault au large du Cap d'Agde. Un homme âgé sur son voilier est perdu en mer. Il a besoin d'assistance urgemment. Crossmed pour SNS 211, parlez. SNS 211 du Cross, vous êtes engagé pour porter assistance au voilier, longueur 6,65 m, une personne à bord, à vous parler. Reçu Crossmed, dégagement 7-7. Chaque station de sauvetage est engagée sous l'autorité du CROSS, le Centre régional opérationnel de surveillance, qui reçoit les appels des sinistrés, puis engage les sauveteurs de la zone concernée. Je m'appelle Régis Bresson,
J'ai 48 ans. Mon rôle, c'est celui de patron. Nous sommes mobilisés par le Crossmate qui nous signale un voilier en perdition avec une seule personne à bord. On intervient assez rapidement puisque là, il peut y avoir un risque pour une vie puisque la personne est toute seule, elle est désemparée, la météo est très mauvaise. Le ciel est orageux et la visibilité très réduite sous les nuages. La première difficulté pour nous a consisté à devoir localiser cette personne. La localisation s'annonce compliquée. Ils n'ont aucune position GPS précise. Au Cap d'Agde, un quart des interventions sont des perditions en mer. Quand le sinistré n'a aucune position GPS à communiquer, la phase de recherche peut durer plusieurs heures avant d'arriver sur zone. Les sauveteurs de cette station ont déjà été immobilisés plus de 12 heures en mer. Je m'appelle Teddy Perrin, j'ai 29 ans, je suis sous-patron. Dans un premier temps, le requérant nous indique être au large de Marseillan. Donc nous nous y rendons rapidement. Dérive vers Marseillan. En 20 minutes à vitesse maximum, la vedette de seconde classe arrive sur la zone indiquée par le sinistré. Une fois sur place, on se rend compte qu'il n'y est pas. Donc là, on reprend contact avec le requérant. On parle du Gros d'Agde et du Cap d'Agde. Ah, vous êtes en direction de Port-Camargue. Et à quel niveau à peu près? Il nous dit apercevoir le mont Saint-Clair de Sète. La deuxième position donnée est 30 km plus au nord. Temps estimé pour arriver sur zone, 35 minutes à vitesse maximum. On ne sait pas dans quel état est la victime et si son pronostic vital est engagé. Arrivé sur zone, toujours personne. Donc là, on prend la décision, avec l'accord du CROSS, de percuter une fusée de détresse pour voir si le requérant voit cette fusée. Donc s'il voit cette fusée, c'est qu'on sera dans le bon secteur. Après plus d'une heure de recherche, la fusée de détresse qui monte à 100 mètres dans les airs est le seul moyen pour les sauveteurs de savoir s'ils se rapprochent de leur victime. Donc on est en liaison téléphone avec le requérant qui nous dit ne rien apercevoir. Donc là, on comprend qu'on n'est pas dans le bon secteur. Chaque minute qui passe est cruciale, car la nuit va tomber. Les conditions météo sont de pire en pire. La visibilité sur l'eau commence à s'affaiblir. La localisation du bateau va être de plus en plus compliquée. Les sauveteurs en mer n'ont pas le choix. Ils demandent du renfort à un hélicoptère pour les aider à localiser le voilier en perdition, car la victime déstabilisée est incapable de donner sa position. Pour venir en renfort, l'hélicoptère de la gendarmerie et plus souvent de la sécurité civile, comme cet appareil, s'engage en mer. Cet hélicoptère, c'est le Dragon EC-145. Il est équipé de 2 moteurs de 780 chevaux et dispose d'un treuil de 90 mètres de longueur qui lui permet de récupérer des victimes en mer. À la station du Cap d'Agde, il intervient au minimum 5 fois par an. L'hélicoptère, le gros point fort, c'est sa hauteur. En mer, il voit très loin. C'est sa vitesse de déplacement, qui est à plus de 200 km/h. Nous, quelque chose qui va nous prendre 4 heures ou 5 heures de recherche, l'hélicoptère, en 10 minutes, c'est fait, quoi. 10 minutes. Il en a fallu un peu moins à l'hélicoptère pour repérer le voilier. Avec un appel lumineux, il indique à la vedette la position à atteindre. La mission de l'hélicoptère se termine. Celle des sauveteurs peut enfin démarrer.
Les canotiers rejoignent en urgence la victime sur le semi-rigide. Il est prioritaire de contrôler son état de santé, car les informations reçues au téléphone ont été très confuses. Je m'appelle Jean-Pierre Boyer, j'ai 33 ans et je suis canotier à bord. On arrive au contact du requérant. Moi, je suis le premier à rentrer en contact visuel avec lui. Donc effectivement, c'est une personne d'un certain âge qui est visiblement très fatiguée et qui a besoin qu'on l'extrait du bateau. Là, il est frigorifié parce qu'il est trempé, il est très mal équipé, donc on lui fait porter un gilet de sauvetage en premier lieu. On est à bord de la vedette. On décide de l'extraire sur la vedette par le biais du semi-rigide, de manière à le mettre en sécurité et au chaud. C'est bon, tu sécurises le monsieur? Et qu'on puisse l'examiner pour voir s'il n'y a pas de soucis urgents. Allez, go. Vas-y. La personne, quand on l'a récupérée, on s'est aperçu qu'elle était vraiment fatiguée parce qu'il y avait le froid, le mal de mer. C'est une personne qui avait, on va dire, 75-80 ans. Donc ça faisait beaucoup d'éléments qui faisaient que si on l'avait localisée 1 ou 2 heures plus tard, on aurait peut-être eu d'autres problèmes d'ordre médical cette fois-ci. Trempée depuis 4 heures, la victime souffrait d'hypothermie et aurait pu facilement perdre connaissance. L'homme âgé est maintenant en sécurité au chaud sur la vedette. Il faut mettre en place le remorquage du voilier. La première chose à faire, c'est qu'on sécurise le bateau, donc on affale les voiles de manière à ce que le bateau n'avance plus, enfin reste le plus immobile possible. Tu vas aller au bout là-bas? Ouais. Tu vas la défaire? C'est bon, JP. Le câble de remorquage est jeté depuis l'arrière de la vedette vers l'avant du voilier. Il va être amarré au taquet du bateau afin de pouvoir enclencher la traction vers le port. On est paré en remorquage. Le remorquage se passe très bien. Un des équipiers à bord reste à la barre du bateau pour rester dans le sillage de la vedette. Par contre, on arrive de nuit au Cap d'Agde, donc il était vraiment temps qu'on le récupère, ce bateau. L'intervention a duré 3h30. Le bateau et la victime rentrent au port sans aucun dommage. Ça fait plaisir d'avoir été utile comme ça. Ouais, c'était une bonne intervention, intéressant. On est content dans le sens où on imagine ce qui aurait pu arriver à cet homme si on n'était pas allé le chercher. Du coup, on se dit qu'on a fait quelque chose de bien ce soir. Alerte en Nouvelle-Calédonie. À 80 km du port de Nouméa, après une explosion de moteur, une personne est gravement blessée. Les sauveteurs sont engagés. Nous appareillons 5 personnes à bord pour la mission. As-tu des éléments pour nous, à toi? Donc un blessé pour 2 chevilles fracturées, dont une ouverte. Ok, c'est bien pris pour nous, on y va. Larguez derrière, larguez! Je m'appelle Raphaël Riquet. Sur cette mission, je suis sous-patron et je suis également infirmier et secouriste. Sur cette intervention, nous partons à 5 personnes. Il fait nuit noire, une visibilité nulle, on va dire, mais la navigation se fait aux instruments. Il est 21h. L'équipage navigue dans l'obscurité totale en se basant sur l'écran GPS de la vedette. Ils vont parcourir 80 km à pleine vitesse pour rejoindre l'homme gravement blessé. La zone étant éloignée, nous mettons un peu plus de 2h30 pour arriver à couple du bateau sur lequel se trouve la victime. C'est un trajet très long mais habituel pour les 47 sauveteurs de la station de Nouméa. En dehors de la métropole, sur les îles françaises, 20 stations restent en alerte 24 heures sur 24. L'équipe de Nouméa couvre une large zone de 100 km à la ronde.
Depuis sa création en 2004, cette station a déjà secouru plus de 1200 personnes, dont 250 sauvées d'un péril certain. Sur cette intervention avec un homme gravement blessé, les gendarmes plus près de la zone sont arrivés en amont pour administrer les premiers soins à la victime. Il est minuit quand les sauveteurs arrivent à destination. Les gendarmes leur transmettent alors les premières informations. Bon, du coup, la victime, elle est sur le petit bateau. Ouais, on peut pas la bouger, elle est allongée, elle peut pas... Moi, je vais lui donner en premier les médocs, quoi. Ouais. De toute façon, pour la transvaser, ça va être compliqué. Ah, mais il n'y a pas le choix. Bon, bah nous, on va passer à bord, alors. La victime ne se trouve pas sur le bateau de la gendarmerie. Après une explosion de moteur, l'homme a été propulsé à l'eau, puis secouru et allongé à l'arrière de ce bateau par 2 pêcheurs. Bonjour, monsieur. Je suis Raphaël, je suis infirmier. Vous vous appelez comment? Jean-Yves. Comment ça va? La douleur sur l'échelle de 0 à 10, vous l'évaluez à combien? 10. Je vais vous donner un petit comprimé de morphine, d'accord? Vous allez pouvoir l'avaler juste avec votre salive. Ok. Quand on est arrivé, on prend les premières constantes vitales, le pouls, la tension, la fréquence respiratoire. Donc 26 de fréquence respi, la tension 119,75. On fait un bilan des lésions apparentes, notamment au niveau des fractures qu'on repère par la déformation des membres. Le bilan lésionnel montre les 2 chevilles fracturées, dont une à vif, une double fracture des tibias et une fracture du fémur droit. Compte tenu de la douleur que génèrent ces blessures, il pourrait perdre connaissance à tout moment. Il se plaint de ne pas sentir son pied et on constate aussi que le pied est froid, donc on craint quand même qu'il perde son pied par la suite. On va faire le pansement d'abord, après on va y mettre les appels. Allez, je vais mettre un peu de produit sur le pied. Ça les compresse. La plaie ouverte est désinfectée, mais des lésions internes non apparentes sont très probables. Cet homme pourrait être entre la vie et la mort. Ça va, Jean-Yves? Ouais. Un peu moins mal, là? Non, toujours pas. Moi, c'est Michel de Guilly et mon rôle, c'est canetier secouriste. Si on ne conditionne pas très rapidement cette victime pour assurer son transport, elle risquait tout simplement de décéder. Ah, où est-ce que ça fait mal, là? Hey. Il a perdu connaissance. Non. Ok. Reste avec nous, hein, Jean-Yves. On sait que dans les explosions, il peut y avoir des lésions des organes internes, donc pas mal de complications possibles. Il peut y avoir des saignements qui ne sont pas visibles, donc un risque de troubles cardiaques et tensionnels. Ça va, Jean-Yves? On va être embêté pour le UGC. Ah, Jean-Yves? Jean-Yves, t'es avec nous? Oh, ça va? Ok. La victime lutte pour rester consciente. Il est urgent de la transborder sur la vedette pour un rapatriement vers l'hôpital de Nouméa. Il va nous falloir mettre la coquille. Mettre la coquille, on va prendre. Et le plan dur pour poser le matelas coquille dessus. La personne fait à peu près 100 kg. On sait qu'on ne peut pas la transborder en l'état. On lui place une attelle au niveau des jambes puisqu'on doit les immobiliser pour déplacer la victime sur la civière. Le bassin, prêt. Jambe gauche, prêt. Attention pour lever, lever. Glisser. Ça bute là. Encore. Ça bute. Ouais, c'est bon. Glisser encore. Stop, posez. Cette opération d'immobilisation est longue et délicate et très difficile à exécuter parce que nous sommes dans un endroit très, très étroit. Pour éviter toute chute ou à-coup sur la victime, pas moins de 6 hommes le déplacent sur la civière. 3 gendarmes et 3 sauveteurs qui savent que la moindre maladresse pourrait diminuer le pronostic vital de l'homme gravement blessé. Bassin, prêt. Jambe gauche.
Attention pour lever, lever, glisser. Halte. Halte, halte. C'est bon là? Ouais, c'est bon. Lors du transbordement, il faut rester concentré puisqu'il y a à la fois les mouvements du bateau et le peu d'espace qu'on a pour pouvoir travailler. Donc c'est une opération délicate. Attention pour épauler, épauler. Cette nuit-là, l'état de la mer est calme. Le transbordement est rapide. La victime est immobilisée à l'arrière de la vedette. Vous êtes prêts pour poser? Posez. Les sauveteurs appareillent le plus vite possible vers le port de Nouméa. Chaque minute compte puisque la distance peut engendrer une aggravation de l'état de cette victime. Sur le trajet du retour, un contrôle permanent sur les constantes vitales de la victime est mis en place. Il y a toujours un équipier secouriste qui est auprès de la victime, qui se relaient les uns les autres puisque le trajet dure 2 heures jusqu'à notre station. Une fois au port de Nouméa, l'homme est pris en charge par les urgentistes et conduit à l'hôpital. La victime a perdu ses 2 jambes et est restée hospitalisée pendant toute une année. Pour nous, c'est une intervention réussie puisque sans une prise en charge et une évacuation vers l'hôpital, cette personne aurait pu décéder, oui. Au sud de la Corse, à la station d'Ajaccio, un exercice avec un chien de sauvetage est lancé. Non, pas couper les moteurs. Cross-Corse, SNS 150. Oui, SNS 150 du Crossman en Corse. Appareillage de la 150 pour un exercice cynophile dans le golfe d'Ajaccio. Ok, tout bien pris du cross, bon exercice. Pour cet exercice, Blackie, un labrador croisé âgé de 4 ans, va avoir un rôle très important. En plus des 4400 hommes bénévoles prêts à intervenir 7 jours sur 7, la Fédération nationale des maîtres chiens sauveteurs aquatiques vient en renfort aux sauveteurs des mers. Une centaine de chiens, le plus souvent des terre-neuves ou des labradors comme Blackie, sont dressés et entraînés toute l'année pour sauver des vies en mer. Je joue le rôle de victime. Alors tu pourras embarquer avec toi la bouée tube et les palmes? J'embarque avec le chien. Pour cet exercice, 2 sauveteurs vont embarquer sur le semi-rigide de la vedette avec l'équipement adéquat. Il leur faut une combinaison de plongée isotherme, un gilet de sauvetage, une radio VHF, un GPS portable, un combiné lampe flash avec des bâtons fluo et un casque de protection. Allez, c'est parti. Allez, Blackie, allez, on va là. Allez, monte. Je suis Jérémy Néroux, je suis nageur sauveteur. On va partir pour faire un entraînement cynophile, c'est-à-dire qu'on va aller chercher une personne qui est tombée à la mer et on va intervenir avec le chien qui va me servir de partenaire dans ce sauvetage. Plus habitué à faire des exercices hebdomadaires sur la plage, c'est la première fois que Blackie monte sur le semi-rigide. Ce jour-là, il va devoir secourir un homme à la mer qui se situe à 30 mètres à bâbord. Blackie, allez, va chercher. Allez, va chercher. Le chien nage à toute vitesse en tirant une bouée tube qu'il va devoir transmettre à la victime en tournant autour d'elle jusqu'à ce qu'elle l'attrape. C'est bien, Blackie. C'est bien, oui. C'est très bien, Blackie, bravo. Lors du second tour, l'homme à la mer s'agrippe à la bouée. Il est sauvé de la noyade. Blackie va devoir maintenant le tracter jusqu'au bateau. Va là-bas. Blackie, va là-bas. Va là-bas. Va au bateau. Au bateau. Allez, tu reviens au bateau. Le chien peut aider sur tout un panel. Quand on est dans l'eau, il peut faire une assistance à la personne pour la remorquer au bord. Il peut aider le nageur sauveteur pour amener du matériel au sauveteur quand il est en intervention. L'entraînement est vraiment multidimensionnel, c'est-à-dire que moi j'en apprends, le chien en apprend, l'équipage en apprend et le chien continue à développer
et à aiguiser ses sens. Blackie tire la victime à la force de sa mâchoire. Il peut à lui seul tirer plus d'une centaine de kilos. Allez, au bateau. Là. Oui. C'est bien. La victime, rapatriée au bord du semi-rigide, va être transbordée dans l'embarcation par les deux sauveteurs. Oui, c'est bien, Blackie. C'est très bien. Oui, je suis content. Bravo. La mission de Blackie est terminée et réussie. Il continuera des entraînements réguliers chaque semaine pour être opérationnel en situation réelle. C'est bien. Blackie n'a pas sauvé de vie, il n'a jamais sauvé de vie. Maintenant, on s'entraîne et on se perfectionne justement pour que le jour où ça sera nécessaire, il puisse intervenir. Donc petit à petit, il découvre de nouvelles choses. Alerte sur la côte méditerranéenne au Cap d'Agde. Un bateau est bloqué sur les rochers. 3 personnes sont toujours à bord. Crossmed pour SNS 211, parlez. Ouais, donc 211, on vous engage pour aller visiter une vedette à moteur de 6,50 m avec 3 personnes à bord, secteur Brescou. Ok, tout bien reçu. Je m'appelle Régis Bresson, j'ai 48 ans. Mon rôle, c'est celui de patron. Il est 12h30 et le Crossmed nous mobilise pour porter assistance à un bateau sur le rivage du Brescou. Le phare de Brescou, c'est de loin la zone la plus accidentogène de la côte à cause de ses rochers émergés. En saison estivale, la station balnéaire du Cap d'Agde accueille 40% de bateaux supplémentaires. Une dizaine s'échouent ici chaque été. Allez, go! 3 canotiers et un plongeur ouvrent le chemin en semi-rigide vers la zone située à seulement 1 km de l'entrée du port. Au sud, Strasser. On aperçoit derrière les rochers. La vedette de seconde classe doit rester au second plan et ne pourra pas s'approcher du bateau en difficulté à cause de la hauteur du récif. Tu passes à 5 mètres de la pointe, tu passes là. Vas-y. Pour éviter d'engager les hélices ou d'abîmer les hélices de la vedette, on prend le semi-rigide qui a un tirant d'eau plus court. Donc du coup, on va pouvoir s'approcher davantage du requérant et finir par y aller à la malle. C'est dit de CNS 200, je reçois fort et clair. Ok, 5 sur 5 également. Allez, ralentis un peu, Rémi. Ah, il est posé. Il doit plus avoir d'hélice aussi. Allez, on y va. En arrivant sur place, nous constatons le bateau littéralement posé sur les rochers avec son moteur relevé. 3 personnes présentes sur le bateau. En priorité, les canotiers s'empressent d'aller vérifier l'état de santé des sinistrés. Bonjour. Est-ce que déjà il n'y a personne de blessé dans un premier temps? Ouais, donc 211, 3 personnes à bord, un homme, 2 femmes, aucune personne de blessée. Ok, pour rapatriement des 3 requérants sur la vedette. Ok, tout bien pris. JP, qu'est-ce que tu penses de peut-être là, non? Ça serait top pas mieux pour madame? Ça va aller? Les victimes étaient en train de déjeuner et ne se sont pas rendus compte que leur bateau dérivait sur les rochers. Avant de procéder au remorquage, les sauveteurs vont vérifier si la coque a été percée par un rocher. Est-ce que vous avez vu s'il y avait une voie d'eau ou pas? Alors moi depuis tout à l'heure je regarde, j'ai trop sous, j'ai rien pour l'instant. D'accord. Une fois qu'on a constaté qu'il n'y avait pas d'eau, il faut tout anticiper. Il faut redonner un axe de traction à la vedette afin de dégager sans abîmer le bateau. Ouais, donc là derrière là c'est dégagé. 211 pour requérant. C'est dit, je te reçois fort et clair. Ouais, donc pour la manœuvre, toute la zone ici dans cette zone que je vous montre avec le bras est dégagée. Ici on a une grosse matte de cailloux qu'il va falloir éviter, donc je pense qu'il va falloir prendre l'axe du bateau et la bouée jaune qui est là-bas pour la traction. Teddy, on a bien reçu.
Là, nous sommes en présence d'un bateau qui est dans une zone dangereuse, avec des hauts fonds, des récifs un peu partout. Donc il nous faut en quelque sorte effectuer une manœuvre de déséchouement, un peu en slalomant entre différents récifs. Ouais, Rémi, avant de passer la remorque, on va envoyer un relais. Au niveau du bateau ou du requérant, il y a une tête de roche là qui risque de me gêner quand je vais vouloir le faire pivoter. Ça aussi. Pour savoir exactement où et comment tracter le bateau, le plongeur de bord va inspecter la hauteur du récif pour indiquer à l'équipe le meilleur chemin possible. Je m'appelle René Lastretto, 60 ans, je suis plongeur de bord. Je plonge pour évaluer la zone de traction pour éviter d'engendrer des dégâts supplémentaires sur le requérant. Il y a combien celle-là? Ouais, tu dois avoir un 10 là, non? Ouais, 211 pour requérant. D'après moi, il y aurait à peu près 1m10 de tirando sur la tête de roche. Ok, donc c'est parfait. Si 1m10, c'est parfait. La vedette sait maintenant exactement dans quel axe le bateau doit être déséchoué pour limiter les risques. La remorque nous est amenée par le semi-rigide et donc là se pose la question de comment est-ce qu'on va faire pour sortir le bateau. Deux possibilités pour accrocher le câble de remorque. Il y a 2 anneaux de traction sous l'échelle ou 2 taquets d'amarrage. Donc là, on a un risque d'arracher l'échelle. Les taquets, ça tient juste qu'avec des vis torses. Mais à mon avis, on doit pouvoir tirer sur les taquets. Je pense. Ça me semble plus... Allez, ouais, on va. Là où ça présente le moins de danger, c'est de les attacher sur les taquets d'amarrage du bateau, puisqu'on estime que si on les attache sur les anneaux de traction, on risque d'endommager le bateau lors de la mise sous tension. Ouais, 211, vous pouvez démarrer à une éventuelle traction, si tout le monde est prêt. Attention à vous, on va commencer la traction. Zodiac, écartez-vous. On va déséchouer l'embarcation avec une méthode pas très conventionnelle puisque normalement on tire par l'avant, mais là exceptionnellement, compte tenu qu'il était un peu encastré dans les rochers, on a été obligé de le tirer par l'arrière. C'est parti. C'est parti. On va ouvrir. Lorsqu'on sort le bateau des rochers, on réexerce des contraintes sur le bateau puisqu'il va de nouveau frotter contre les rochers. Donc du coup, on va régulièrement vérifier si une voie d'eau n'est pas en train d'apparaître parce que la coque peut être fissurée et lors de la traction du bateau avec la navigation, la fissure peut s'ouvrir alors qu'elle n'était pas ouverte 5 minutes avant. Ouais, 211 requérant, on jette un coup d'œil à l'intérieur. Ok. Pas de voie d'eau pour le moment. Bien reçu, Teddy. Nous prenons la direction du Cap d'Agde, du port du Cap d'Agde. Une fois sorti de la zone dangereuse du phare de Brescou, le bateau ne montre aucune voie d'eau. Il va être mis en bord à bord de la vedette. On appelle ça la mise à couple. Le bateau va être amarré au port en étant accroché sur le côté. On le prend à couple ou... Alors la mise à couple nous permet d'accoster un bateau sans l'abîmer et également sans abîmer la vedette SNS 211. Alors que si le bateau reste en remorque, là il y a une prise au vent, il y a une dérive et on risque de l'abîmer sur le quai en l'accostant. Elle bouge plus, vas-y c'est bon. L'accostage au port est effectué. Reste une dernière mission pour le plongeur. Inspecter l'état de la coque et l'ampleur des dégâts après le frottement des rochers. Arrivé au port, je plonge, je constate les dégâts, la coque est abîmée à certains endroits. Le moteur, lui, est intact parce que le requérant avait pris la peine de relever son embâge. Sur bâbord, il est un peu abîmé, le gel coque jusqu'au tissu, sur 2 mm de profondeur, pas plus. Quelques éraflures peu profondes, mais rien d'alarmant. Le bateau peut continuer à naviguer jusqu'à la fin de la saison. C'est une intervention réussie qui a été réalisée en un temps record. Cette intervention-là, elle dure une
petite demi-heure, elle est rapide pour différentes raisons. Déjà, les conditions, on n'a pas de contraintes météo complexes. Et ensuite, on s'entraîne toute l'année à ce genre de manœuvre. Donc, on a une certaine habitude à répéter ces opérations. Et donc, la formation et l'entraînement, c'est ce qui nous permet d'être efficace et rapide. Alerte en mer en Bretagne. À la sortie du port de Quiberon, un bateau de passage a signalé un voilier en difficulté avec une personne à bord. Oui, c'est le Cross-Etel. Oui, bonjour. Je vous appelle, on aimerait vous engager sur un voilier en avarie moteur, secteur Quiberon. Assistance remorquage vers Port Ligue 1. Ok, bien reçu. Sur cette intervention, ce n'est pas le propriétaire du bateau qui a contacté le Cross, mais un bateau passant qui a signalé le voilier en difficulté. C'est une intervention inhabituelle car le skipper n'est pas au courant de l'approche des sauveteurs. À Quiberon, pour 95% des interventions, ce sont les sinistrés qui demandent directement assistance. Moi c'est Louis, j'ai 23 ans et je suis nageur de bord pour la SNSM de Quiberon. Il est minuit 45, on a pareil avec la 142. Pour le moment, on n'a pas d'informations précises sur la localisation du voilier. Il fait nuit noire, on voit strictement rien. Il n'y a pas de feu, il n'y a rien. Là, vas-y, sur le tribord encore. Encore un petit peu. Là, à midi pour toi, tu vois? Ouais, donc. Un des hommes sur le pont a pu apercevoir le voilier au loin, donc une coque blanche dans la pénombre. Donc on fonce dessus, on dirige nos projecteurs sur ce voilier. Et donc là on s'aperçoit qu'il s'agit bien du voilier qui était signalé en difficulté. Bonjour. Alors qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tout va bien? Oui, tout va très bien, mais je ne vois plus rien à cause de vous là. En arrivant sur les lieux, on découvre un navire qui n'avait pas ses feux allumés. Étant donné que le vent était nul, toutes ces voiles battaient dans tous les sens. Qu'est-ce qui s'est passé? Ma copine m'attendait après une avarie de moteur et elle m'a indiqué la mauvaise entrée de port. Je me suis échoué. Est-ce qu'il y a potentiellement de la cave sur le bateau? Non, je crois pas, à part le moteur qui va vraiment pas bien, alors là il chauffe. Et là vous avancez pas du tout. Hein. Mais non, je sais, j'ai coupé le moteur parce que vous m'éblouissez. Ok. Vous avez pas de feu de navigation? Est-ce que vous demandez assistance? Non. Le propriétaire du voilier, il nous dit clairement qu'il ne veut pas d'assistance, qu'il n'a pas besoin de nous. Nous, on est appelé par le Cross-Etel pour intervenir sur cette personne qui est seule sur son voilier. Mais visiblement, il n'est pas du tout réceptif, il ne veut pas coopérer avec nous. Donc là, on sait que c'est compliqué. Ce qu'on vous propose, c'est de rentrer au port gentiment et... moi, ce que je voudrais, c'est pas être ébloui. Le propriétaire du voilier n'a pas demandé assistance. C'est un bateau de pêche de passage qu'il a signalé. L'homme ne comprend pas ce que les sauveteurs font là et compte bien rentrer au port par ses propres moyens. Oh putain. Ah voilà, c'est mort. Ah, c'est mort. Non mais c'est mort là, monsieur, c'est mort. Les bougies sont mouillées, monsieur. Ça sert à rien. N'insistez pas. Il s'acharne et veut redémarrer son moteur coûte que coûte pour prouver aux sauveteurs qu'il n'a pas besoin de leur aide. Son moteur chauffait, donc son moteur ne pouvait plus fournir de ce qu'il lui fallait, que ce soit de l'électricité ou autre, pour de la propulsion, surtout pour naviguer. L'homme est complètement fermé au dialogue. En pleine nuit, les sauveteurs ont du mal à voir s'il va bien. Vous n'avez rien, vous n'êtes pas blessé, vous avez rien du tout cassé, mais ça fait 10 jours déjà. Vous vous sentez bien, il n'y a pas de problème? Non mais monsieur, c'est pour vous que je demande ça. Excusez-moi, j'ai un peu de sarcasme, mais là ça fait 2 fois en 2 temps. Moi je m'assure juste que vous soyez en sécurité et en bonne santé. C'est compliqué, il ne veut pas de notre aide, mais on sait que nous, on doit le prendre en charge. En 3 ans, c'est la première fois qu'un skipper refuse l'assistance du canot de sauvetage. Le ton du skipper est de plus en plus agressif. Les sauveteurs patientent. Moi, je suis en mer depuis 7 h du mat', j'en ai ras-le-bol, sincèrement. Et j'ai demandé l'assistance à personne. On est là pour vous aider, monsieur. On n'est pas là pour vous embêter, on est là juste pour vous aider. Vous n'avez pas d'éclairage sur votre bateau, vous avez un moteur qui ne fonctionne pas. J'étais censé arriver à 20 h, j'ai mon moteur, vous voyez pas qu'il est ouvert.
c'est pour ça, monsieur, qu'on vient vous aider. Je l'ai réparé en marche, je suis arrivé à 23h. Monsieur, c'est pour ça qu'on est là, on vient vous aider. On vient pas vous embêter. J'ai juste envie de pousser. La partie négociation, on n'est pas formé pour négocier avec les personnes qu'on vient secourir. Mais bon, cette nuit, il devait y avoir une négociation qui s'installait pour pouvoir le prendre en charge calmement et puis surtout qu'il accepte d'être pris en charge par la SNSM. Les sauveteurs tentent alors de démontrer au skipper que sans moteur ni lumière sur son bateau, il ne pourra pas rentrer au port ni distinguer les bouées de signalisation. Là, vous m'empêchez de voir. Déjà qu'on les voit pas. La rouge, elle est là, la rouge. Il n'y a aucun danger entre la rouge et la verte. Là, il y a une verte à votre bâbord et la rouge qui est là sur votre tribord. Juste derrière la rouge, il y a 2 kayaks, mais autrement, il n'y a rien du tout là. Vous faites quoi? Vous m'en marquez pas? Le skipper accepte l'idée du remorquage. Les sauveteurs sautent sur l'occasion et mettent en place le remorquage avant qu'il ne change d'avis. On va vous donner une patte voie, vous aurez juste à la mettre sur les taquets. Allez, lance. C'est bon. Venez là-bas. Quoi? Non, ça va pas. La personne était quand même dans un état de nerfs dû à son échouement. Il valait mieux qu'il suive nos instructions. Ready. Ouais. Allez, tente. Le remorquage jusqu'au port dure 15 minutes. Le voilier est amarré en sécurité. Après plus de 18 heures en mer, le sinistré revient enfin à terre. Une fois arrivé au port et une fois que tout le monde est en sécurité, le monsieur qu'on est venu secourir, il est très sympa, très cordial avec nous. Finalement plutôt bavard, le skipper tient à raconter aux sauveteurs comment il s'est retrouvé dans cette situation. C'est là que tu m'avais dit. Je l'avais au téléphone, elle me dit non, c'est pas là. Du coup, je demande aux pêcherous là, qui étaient avec leur canne sur le parterre, ils me font un jet sur la gauche. Moi, je vais sur la gauche machinale, en 2 mètres, j'étais. Ils t'ont envoyé sur la plature, c'était à pleine basse mer. À pleine basse mer, exactement. C'était beau. C'était beau. Derrière, tu peux nous larguer, chef, s'il te plaît? Ok, en avant. C'est une intervention qui aura duré approximativement 1 heure. C'est quelqu'un qu'on a aidé et qui est content de notre intervention. Donc finalement, tout s'est bien passé à la fin. Explosion de moteur, perdition en mer ou sinistré qui refuse assistance, quelles que soient les conditions et le motif de l'intervention, les sauveteurs n'abandonnent jamais et vont toujours au bout de leur mission.